Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et vous écoutez l'épisode 14 de la 2e saison, dans lequel j'ai la grande joie d'accueillir Sarah Mouchot et Nico Allary des Holly Belly. Oui, il y en a 2 maintenant. À 30 ans ou à 31 ans, je voulais pas qu'on soit juste le couple qui a réussi un truc. Ils ont réussi une fois. Il y a la queue, effectivement, il y a du monde, tu vois. Mais alors on est ça, on a fait un lieu, on a fait un café qui est bon. Il y a aussi le truc peut-être de aussi prouver que c'était pas juste un coup de chance, quoi. Qu'on peut déconstruire, reconstruire un autre truc et que ça marche aussi, et puis en ouvrir un deuxième et qui marche aussi et tout. C'est vrai qu'en France, le succès est très considéré souvent comme de la chance. Et quand on voit tout le boulot que c'est de mettre sur pied un resto, que pendant 3 ans, Nico et moi, on était 24/24, 7 sur 7, à fond, à en parler juste tout le temps, à tout le temps changer des choses, améliorer, former, voilà. C'est difficile des fois quand les gens ils disent « Ah, vous avez de la chance !» Et je pense qu'on le dit, on le dit juste sans y penser. Voilà, ça marche bien, vous avez de la chance. Et nous, on le prend un peu genre, mais t'es sérieux? Tu crois juste qu'on a eu de la chance là? Donc, en effet, il y a une partie. Je pense qu'il y a une partie de chance. Et voilà, mais il y a aussi énormément de travail. Et du coup, c'est vrai qu'on avait envie aussi un peu de dire, bon bah viens, on essaye quelque chose d'autre. On verra si on est aussi, si c'est juste de la chance ou voilà. Je pense que c'est un peu ça aussi au final. Pourquoi Sarah et Nico ? Parce qu'on réduit souvent Holly Belly aux pancakes et à la queue qu'il y a devant, alors que c'est bien plus que ça. C'est l'histoire sincère d'un jeune couple qui, à la force du poignet et avec leur cœur, a construit 2 restaurants successful. Dans cet épisode, nous avons parlé d'attention, de burgers, de constance et de ronronnement. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli d'écoute de podcast préférée et sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune conversation savoureuse avec les chefs qui font la gastronomie aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour Sarah, bonjour Nico. Bonjour. Bonjour. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour faire une vidéo dans le premier Holly Belly. Donc celui où il y avait les canapés, le flipper, tout ça. Oui. Ça a bien changé, grandi et grossi depuis. Est-ce que vous imaginiez ça quand vous avez ouvert ? Pas du tout. C'est vrai que quand on a ouvert, c'était Nico et moi. On était censés être d'ailleurs que tous les 2. Et quand on a trouvé ce 70 mètres carrés dans la rue Lucien Sampé, on s'est dit, bon, je pense qu'on peut pas le faire à 2. Donc il va falloir qu'on embauche peut-être une personne en cuisine et une personne au service. Et puis, on a commencé à 4 le premier jour. À la fin du premier jour, on s'est dit, bon, je crois qu'il nous faut un plongeur. Et on est resté à 5 pendant un petit moment. Non, c'est ça, Nico ? C'est ça. En fait, l'idée à la base, c'était pas d'avoir un énorme café. Ce qui s'est passé, c'est que nous, je pense que dans l'idée, on était plus proche de quelque chose comme Moconuts, que je salue d'ailleurs, qu'on adore. Et l'idée, c'était vraiment, donc Sarah aurait été Omar et moi, j'aurais été Moko. Et c'était un peu l'idée, voilà, de Sarah en cuisine et puis moi en salle. Et puis voilà, je sais pas combien, il doit y avoir 10 places ou 12 places. L'idée, c'était ça. Mais bon, après, la recherche de fonds de commerce se passe ce qui se passe. Et on a trouvé, entre guillemets, trop grand. Et donc, on a fait les travaux. Et en fait, je crois qu'on a vraiment eu une réalisation le jour où les travaux étaient finis. Et on était là, genre, mais en fait, c'est plus grand que ce qu'on voulait faire, quoi. Et du coup, donc on a commencé comme ça. Il a fallu s'adapter. Et puis, quand même, on est resté vrai sur notre volonté de départ, qui était d'accueillir les gens et faire plaisir aux gens. Donc, s'il y avait plus de gens que prévu, qu'il fallait faire plaisir à plus de gens que prévu, bah, on s'est adapté. Et vous n'aviez pas rêvé de restauration quand vous étiez jeune ? C'est vrai. On est arrivé sur le tard dans la restauration. Alors, au début, moi, j'avais un petit complexe là-dessus. C'est vrai que j'aurais aimé pouvoir dire, il y a toujours un côté super romantique, tu vois. J'ai commencé en cuisine quand j'avais 14 ans. Moi, j'aime bien ces histoires-là, tu vois, les gens qui ont commencé genre gamins et c'est des vrais, et tu vois, ils ont commencé genre bébé et tout. Bon, moi, j'aurais bien aimé être un de ceux-là, mais j'ai voulu faire autre chose avant. Tu voulais faire quoi ? Moi, j'ai fait un BTS audiovisuel, option montage et post-production. Mais tu sais qu'en fait, au final, avec du recul, les expériences qu'on a eues avant d'ouvrir un restaurant, en fait, elles nous servent
c'est pas de la langue de bois, c'est vrai, elle nous sert vraiment tous les jours. Et donc, je parle pour Sarah, mais elle a fait un BTS un BTS production, pardon. Et donc, du coup, travailler les chiffres et gérer des budgets, c'est quelque chose qu'elle fait quotidiennement. Et moi, j'ai fait beaucoup de photos et en fait, j'en refais encore aujourd'hui pour Olibelly. Tout ce qu'on a fait avant, on le réutilise en fait. Ouais, c'est vrai qu'en fait, au final, c'est pas mal de pas être passé par la case le CAP cuisine qui formate bien dans un sens parce que dans les écoles, on te demande des trucs qui sont bien et aussi des choses qui te formatent et qui te ferment l'esprit, surtout en France, je trouve. Et du coup, d'être passé par un autre parcours qui fait qu'on a fait plein d'autres choses. Le métier de restaurateur, il faut pas seulement que je sache bien cuisiner. Il faut que je sache gérer un budget, il faut qu'on sache gérer une équipe, il faut qu'on manage, un restaurateur, il a 10 000 casquettes. Et c'est vrai que d'avoir fait, Nico et moi, d'avoir travaillé dans plusieurs autres branches avant d'arriver à la restauration. En fait, aujourd'hui, on remercie vraiment d'être passé par là parce que ça nous sert énormément. C'est comme ça qu'Olibelly, ça peut être un restaurant complet et pas seulement, il y a du bon café et de la bonne bouffe, mais le service est à chier ou Pardon. Langage. Ou la déco est nulle, ou le design, où il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'Instagram, tout ça, ça vient de nos expériences passées. Et je trouve que c'est vraiment bien a posteriori. On se dit, en fait, heureusement qu'on est passé par tout ça. Ouais, c'est la somme de tout ce que vous avez fait avant. Ouais, et donc, exactement. vous êtes rencontrés au lycée, si je ne me trompe pas, Ouais. dans l'Oise. En seconde. Après, vous avez fait donc tous les deux le BTS audiovisuel et vous avez décidé de partir à l'étranger où vous avez découvert la cuisine et le café. C'est ça. En fait, au-delà de ça, je pense que ce qu'on a découvert, en fait, on s'est dit, quand on a terminé notre BTS, le système des intermittents en France fonctionne d'une manière où à partir du moment où on commence à travailler dans l'intermittence, c'est difficile d'en sortir puisqu'on cumule un certain nombre d'heures, etc. pour pas rentrer dans les détails. Mais donc, on s'est dit, si on veut voyager, il faut qu'on le fasse avant de vraiment mettre le doigt dans l'engrenage du cinéma ou de la télé en France. Donc voyageons maintenant, on avait 21 ou 22. On avait envie de partir loin d'exotisme et donc en gros, avec les visas de l'époque, etc., c'est tombé sur Vancouver. Et pour faire vite, je pense qu'au-delà de la restauration, au-delà de la bouffe, ce qu'on a découvert aussi, c'est cette capacité d'entreprendre. Moi, je parle souvent de ça en ce moment quand je discute comme ça pour un podcast où j'aime bien revenir sur ce point-là parce que je pense qu'il a été assez pivot. J'ai été assez surpris de voir qu'il y avait des gens de 20, 21, 22, 23, 24 qui entreprenaient, qui disaient « moi, je vais faire une marque de basket ». Moi, je vais ouvrir un café. Et en fait, nous, on n'était pas dans ce modèle de pensée-là. On était allé à l'école, collège, lycée, en fin de lycée, conseillère d'orientation. À aucun moment, on nous a dit, si vous voulez, vous pouvez commencer un business. Tu vois, c'est genre, t'as des bonnes notes en ça, tu sais faire ça, t'as envie de faire ça. Alors, on va t'orienter vers ça. Tu vas faire les études qui te permettront de faire ce métier-là. Si t'as pas fait les études, tu peux pas le faire parce que c'est comme ça, quoi. C'est vrai. France, Ça te fait pas rêver, ouais. Et du très coup, formaté. Ouais. Vancouver, c'était vraiment, ça nous a permis ce déclic. On s'est dit, ok, il y a une autre option. On peut faire autre chose que tout ça. Donc, je pense que le voyage, pour ça, déjà, le plus grand cadeau que nous a fait ce voyage, c'est cette ouverture d'esprit. Et après, il s'est trouvé que ça a été la restauration. Sarah avant moi. Sarah, elle a commencé à travailler en cuisine avant que moi. J'ai continué à faire de la photo longtemps après que Sarah ait commencé en cuisine. Et j'ai raccroché les wagons quand on est arrivé à Melbourne. Et il y avait vraiment une très belle scène café dans son ensemble. Donc, pas seulement café, mais manger et café. Et donc là, je me suis dit, ok, il faut vraiment que je bascule, c'est ça que j'ai envie de faire. Et on s'est formé, et on a fait les heures, et puis après, quand le visa s'est terminé, on est rentré, et puis on a commencé Olibelly. Donc t'as appris le café à Melbourne, à faire des lattés, des cafés, exactement. un peu tout. En fait, c'était une époque en plus où ils étaient pas... Il y avait suffisamment de baristas pour le nombre de cafés. Et en fait, c'était super compliqué parce que personne recrutait vraiment, et personne n'avait très envie de former qui que ce soit. Donc, à Paris ou à Melbourne. Ah, okay. Moi, je suis arrivé à un moment, c'est plus forcément vrai maintenant, mais c'était une époque où il y avait suffisamment de baristas. Et donc, j'avais pas vraiment de valeur ajoutée, quoi. J'avais pas grand chose à proposer. Et donc, ça a été un peu le parcours du combattant pour avoir ce premier shift derrière un bar. Et j'ai reçu ça comme un cadeau, quoi. Et en fait, après, j'ai continué à me former aussi longtemps que possible à Melbourne. Et on avait même entretenu l'idée peut-être d'ouvrir un truc là-bas, mais c'était trop compliqué. Et on s'est dit, en fait, au lieu de toute cette espèce de fuite vers l'avant comme ça, Vancouver, puis Melbourne,
Melbourne et juste toujours éviter de retourner à la case maison, à un moment on s'est dit peut-être qu'il faut renverser la tendance, il faut rentrer à la maison et puis il faut ramener un petit peu de ce qu'on aime d'ailleurs chez nous, et c'est ce qu'on a voulu faire avec Olibelli. Et qu'est-ce que vous ne trouviez pas à Paris, parce que c'était le début des coffee shops, ça a commencé à exister en 2012 à peu près. C'est ça. Qu'est-ce qui manquait vraiment Quand on à est cette rentré, époque? Qu'est-ce qui vous manquait? Quand on est rentré, il me manquait, moi je dirais la touche, vraiment la touche cuisine au coffee shop. C'est-à-dire que les coffee shops comme à l'époque il y avait Ten Bells, on allait où d'autres Télescope. Télescope, ouais, exactement. Aussi, ouais. Donc ça c'était des cafés qui faisaient du très bon café, mais il n'y avait pas de cuisine où Ten Bells, oui, faisait de la cuisine, mais c'était plus pâtisserie, soupe, salade, sandwich. Et c'est vrai que nous on avait envie de créer un lieu plus comme il y a à Melbourne, où il y a des vrais chefs dans la cuisine, de la vraie transformation, combinée avec un bon café. Toi, t'avais découvert la cuisine, t'as commencé commis, comment ça s'est passé ta formation Moi, je travaillais en service en fait, et j'ai manifesté de l'intérêt pour la cuisine, mais c'est toujours difficile de rentrer parce que quand t'as pas d'expérience, c'est plutôt compliqué. Et ça vient toujours de quelqu'un tombe malade, on peut pas faire autrement. Sarah elle est là, elle est plus ou moins intéressée, peut-être qu'elle ferait l'affaire. Vas-y, on essaye une journée. Et puis après c'est comme ça que tu mets le pied dans la porte. Ça t'a tout de suite plu? Oui, bah moi j'aime beaucoup les travaux. J'aime beaucoup faire les choses avec mes mains. C'est vrai que j'ai plus de mal j'ai vraiment une satisfaction à travailler, à faire des travaux manuels. Donc c'est vrai que la nourriture, ça m'a plu, la transformation, le fait que vraiment à Vancouver et à Melbourne, j'ai vraiment découvert la façon de transformer des produits bruts. En plus, leur accès aux produits au Canada et en Australie est pas non plus top par rapport à la France. Et vraiment, j'admirais la façon dont ils travaillaient avec la saison, dont ils faisaient, on faisait tout from scratch, quoi. Avec Nico, on s'est dit, si on rentre en France et avec les produits et l'accessibilité aux super produits qu'on a en France, de faire cette cuisine-là, ça sera juste génial, quoi. Tu te sentais d'être chef, déjà ? Bon, non, est-ce qu'on se sent jamais? Je pense pas. Mais on voulait ouvrir quelque chose de petit aussi, donc on y allait petit à petit. Je pense qu'avec Nico, on sait ce qu'on peut faire et on se pousse tous les jours, tout en se poussant pas à tel point de faire un truc qui est pas logique et qu'on peut pas dont on peut pas être fier. Donc on y est quand même finalement allé petit à petit je pense que c'est important ça, je pense qu'on a grossi, oui. Donc c'est vrai que si tu prends l'instant T, tu prends Olibelli maintenant, 2 cafés, une capacité d'assises en tout, genre 130 couverts, ouvert 7 jours sur 7, 37 salariés. Ça, c'est le snapshot maintenant, mais on est presque à l'année 6 de notre aventure, tu vois. Donc, et on a vraiment toujours grossi, mais en mettant en même temps les 2 pieds sur les freins. Et je pense que c'est important. Moi, je critique aucun modèle de croissance. Tout le monde grossit à sa vitesse et comme il le sent. C'est vrai qu'on a vu des endroits ouvrir, puis un deuxième, puis un troisième. Nous, c'est quelque chose qui nous a jamais attiré. On aimait prendre notre temps avec cette croissance, profiter de chaque étape, décortiquer chaque étape et faire chaque étape correctement. Après, des fois, c'est sûr que ça s'accélère quand on a ouvert le 5 et que Sarah était enceinte et qu'on a fermé le 19 et qu'on a fait les travaux. Bon, voilà, c'était un petit peu trop d'un coup, mais on a appris à traverser cette passade-là aussi. Donc, je pense que pour reprendre la question à propos de est-ce que Sarah se sentait devenir chef, je pense qu'à un moment, il y a une sorte de saut dans le vide. Tu penses que tu as les compétences. Toujours. Et tu te lances. Ouais, et après, lancer, oui. Une fois que tu es en train de tomber ou de monter, une fois que tu es dans les airs, il faut faire ce qu'il faut pour retomber sur tes pieds. Et en fait, je pense qu'on a toujours fait ça. On a toujours pris du risque en faisant confiance à ce qu'on savait faire et à notre savoir-faire. Mais en même temps, après, on s'est toujours donné les moyens de retomber sur nos pieds. Je pense que c'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a des établissements qui vous avaient inspiré à l'étranger ? Ou en France ou... Clairement. Nous, ce qu'on a fait, c'est marrant, le process de création d'Olibelli, on l'a vachement laissé mûrir. D'ailleurs, une expression en anglais que j'aime bien. Alors, je me fais toujours engueuler parce que je parle en anglais, ça fait genre. Mais il y a une expression en anglais que je trouve très forte. Ils disent
put something on the back burner. Et tu sais, quand t'as une gazinière et t'as des feux vers l'arrière, t'as toujours un petit truc qui mijote au fond sur le... Voilà, ouais. C'est pas ton truc principal, c'est un peu le truc que t'as laissé. Tu l'as au fond, il est là en train de bubuler, tu ouais. vois. Et ben nous, on a eu ce projet d'Olibelli, il a été sur la gazinière du fond, entre guillemets, le feu de l'arrière pendant un moment. Et donc pendant qu'on travaillait, pendant qu'on prenait de l'expérience, pendant qu'on travaillait chez les autres, on avait toujours ce projet qui bubulait. Et on se disait, ok, ça, quand nous on ouvrira, on le fera pas. Ou alors ça, quand nous on ouvrira, bah on le fera comme ça. Et on a tout pris, le bon comme le mauvais, en se disant, ok, quand on sera chez nous, on fera ça autrement, ou on fera pareil. Ou donc on a été influencé par le bon et par le moins bon. Mais je pense que c'est essentiel de s'inspirer. Je vais pas rentrer dans un jeu de citation, non, parce que là j'en ai pas, mais c'est sûr que là où on travaillait à Melbourne, on a eu la chance de travailler à un moment à un endroit qui s'appelait Duchess of Spotswood, qui était un petit café dans même une banlieue melbournienne et qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était un endroit qui était en pleine ébullition, il se passait beaucoup de choses, il y avait une vraie volonté de cuisine, c'était un endroit complètement ovni, qui était dans une rue complètement impossible, et la cuisine était incroyable, le café était très bon, et c'était un couple qui avait ça, qui était eux-mêmes dans plein de dans des choses très compliquées avec des enfants, etc. Mais c'était très formateur. Je pense qu'on a eu la chance de se retrouver tous les deux. Moi, j'étais barista là-bas et Sarah en cuisine. On a eu la chance de travailler ensemble dans ces endroits à cet instant-là. Je pense que ça nous a formés beaucoup. On s'y réfère encore beaucoup aujourd'hui. Mais oui, il faut s'inspirer, c'est sûr. Il faut s'inspirer. Et il faut devenir inspirant aussi. Le projet aussi, un jour, c'est... J'aimerais, j'espère qu'on peut inspirer les gens aussi à se lancer. Complètement, ouais. De toute façon, un endroit, ça naît de plein d'inspirations différentes. Moi, je pense que l'erreur, c'est de faire un copier-coller d'un endroit qui existe déjà. Mais après, on ne peut pas dire qu'on a créé quelque chose. On s'est inspiré de plein de choses. Olibelli, il y a un petit peu de Vancouver. On a le London Fog, que j'adore, qu'on a découvert à Vancouver. On a les petits déj plus à la melbournienne. On a des pancakes qui sont plus canadiens et tout. C'est un mix de plein de là où on a été, ce qu'on a aimé, et voilà. Et c'est complètement normal de s'inspirer. Le truc que parfois je trouve un petit peu dommage, c'est de faire un copier-coller d'un endroit qui existe déjà. Ça, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Mais de faire sa version de quelque chose, c'est hyper intéressant, je trouve. Il faut aussi parler du fait qu'on grandit. Et quand on a ouvert Olibelli, on avait 27 ans. On était à un moment dans notre vie, on avait une certaine maturité. On a fait des choix parce qu'on avait cet âge-là et qu'on était où on en était. Et maintenant, on a 32. Et aussi, Olibelli s'est transformé et a grandi avec nous. Donc, tu vois, on revient aussi. On a peut-être été à un moment en rejet de pas mal de conceptions françaises qu'on rejetait, des horaires d'ouverture, des business plans. Ouais, les business plans, pas très fan du business plan. Non, mais même dans nos choix. Et en fait, maintenant, je me surprends moi-même à 32 ans maintenant, avec 5 ans et demi d'Olibelli plus tard. On est revenu avec le 19, par exemple, à quelque chose de plus français, en fait, au final. Tu vois, on a découvert donc le vin nature, on en boit, on en sert. Et... en fait, il faut aussi se donner le temps. Tu peux pas dire quand tu ouvres un lieu, ça va être ça. À l'instant T, quand on avait 27 ans, on avait envie d'avoir un endroit comme ça. Comme tu dis, t'es venu, il y avait un flipper, il y avait un canapé en cuir, ça avait pas de sens. Mais on avait envie de faire ça et on a aimé faire ça. Et puis après, on a un petit peu grandi. On s'est dit, ok, ce flipper et ce canapé, ils ont plus trop de sens pour nous. Maintenant, on aimerait bien mettre une table à la place. On a mis une table à la place. Et puis après, un an plus tard, on s'est dit, on aimerait bien accueillir un peu plus de monde et puis avoir un petit peu plus de place pour faire de la prep. On casse tout et on recommence. Et je pense qu'il ne faut pas non plus s'arrêter à sa première envie et sa première... tu sais pas, ton lieu grandit avec toi. Et à un moment, on avait envie de faire ça, maintenant on a envie de faire ça. Et je pense qu'il faut être ouvert à ça. C'est vrai qu'à Olibelli, on a vraiment tendance à sans cesse se remettre en question et à se dire est-ce qu'on prend la bonne décision, est-ce qu'on ne devrait pas plus faire comme ci ou comme ça. Et du coup, c'est un lieu vraiment évolutif où on a tendance à beaucoup faire de travaux parce qu'on veut qu'on change d'avis et on se dit que ce sera mieux comme ça, etc. Mais je pense que c'est assez essentiel en fait c'est vrai que nous on change et on a vieilli depuis et du coup de pouvoir faire évoluer ton lieu avec toi, c'est assez cool. Enfin, c'est ce qu'on fait tout le temps avec Nico, c'est vrai. Et le nom Olibelli, il est venu comment ? Le nom, c'est... le nom, c'est vraiment une étape que j'ai pas aimée. C'est vraiment choisir un nom. Disons que c'est très définitif en fait. Après, ton nom, c'est ton nom et tu vas le porter. Et
tous les C'est jours. le truc que tu peux pas changer. Non. Ouais. Il y a des gens qui le changent, mais j'ai rarement vu une transformation, une reconversion de nom qui était un succès. Donc on a pris du temps avec le nom. Et donc Olibelly, maintenant, en 2019, j'aime bien. Mais je dois avouer que les 2 premières années, j'étais pas vendu. La réflexion derrière Olibelly, c'était qu'il fallait un nom qui reflète un peu nos envies anglo-saxonnes. Donc parce on proposait quand même un petit déj qui était différent. Donc on pouvait pas s'appeler, tu vois, chez Martine ou un truc. Il fallait quand même donner Chez un petit Nico et Sarah. Chez Nico et Sarah, il fallait donner un petit peu cette petite flavor anglophone. Il y avait aussi une idée de design, tu vois, il fallait des belles lettres, des beaux L, des beaux Y, etc. Il fallait que ça sonne bien en bouche. Et quand même, on reste quand même en France. Je pense que des fois, on nous a accusé d'oublier qu'on était à Paris. Mais on n'a jamais oublié qu'on était à Paris. Et donc, il fallait que ce soit prononçable par tout le monde. Et donc, même si tu parles pas un très bon anglais, même si tu parles pas anglais, tu peux dire Olibelly. Il y a pas de complexe à avoir, ça se prononce. Donc, il y avait le cahier des charges, il était multiple, mais au final, C'est réussi. c'est réussi. Ça sonne Et bien. j'oublie- Les gens s'en souviennent. Exactement. J'ai oublié de dire qu'il y a un sens quand même, puisque on choisit toujours le meilleur de tout ce qu'on propose dans l'assiette, dans la tasse, dans le verre à vin. On prend soin du belly. C'est ça qu'on voulait dire, le belly, le ventre. On le traite comme quelque chose de sacré. C'est le holy belly, donc c'est quelque chose, voilà, holy sacré, belly ventre. Et on trouve ça mignon de dire que le ventre était sacré, qu'on allait en prendre soin, qu'on allait vous donner des bonnes choses à boire et à manger. Voilà. Alors, le succès est arrivé hyper rapidement. Dès les premiers jours, vous avez vu la queue devant le restaurant. Cette queue, c'est un bien ou c'est un mal? Sarah, ça te dit que je peux y aller là-dessus parce que c'est un sujet que j'ai. C'est un sujet. Ouais, c'est un sujet qui. C'est un sacré sujet. Qui me porte à cœur. Mais je vais faire vite parce que c'est pas le but du podcast de parler de la queue. Mais quand on a ouvert, on pensait pas qu'il y aurait autant de monde. Ça, c'est vrai. Et il a fallu qu'on s'adapte rapidement. C'est vrai. Il a fallu qu'on s'adapte. La queue, c'est à la fois une bonne chose et à la fois une très mauvaise chose. Ça veut dire que c'est une bonne chose dans le sens où effectivement, ça va créer un petit peu de curiosité. Tu passes devant un endroit, tu vois qu'il y a la queue. Instinctivement, tu vas te dire, ces gens-là proposent quelque chose qui donne envie à un grand nombre de personnes d'y goûter. C'est logique. On nous a jamais vraiment accusés, mais je pense qu'on nous a soupçonnés d'exploiter la queue comme un élément marketing. Je m'en défends à 400%. C'est jamais quelque chose qu'on a plébiscité, quelque chose qu'on a facilité. On n'a jamais laissé des gens dehors pour qu'il y ait de la queue. Moi, quelqu'un qui attend dehors, pour l'instant, on est dans une situation d'échec. Si j'ai pas réussi à t'installer, si j'ai pas réussi à te faire manger, on est en train de rater. Mais bon, à un moment donné, il y a une réalité qui est physique. Il y a un certain nombre de chaises pour un certain nombre de chefs, etc. Et à un moment, on peut juste plus faire rentrer plus de monde dans le restaurant. C'est pour ça qu'en 2016, quand il y a un local qui s'est libéré dans la rue Lucien Sampé, je suis passé en vélo, j'ai vu que c'était à vendre. Et je me suis dit, la solution, elle est peut-être là. Je vais pas rentrer sur le sujet des réservations, mais c'était jamais une option pour nous de prendre des réservations. Donc on s'est dit comment. Je pense qu'on a anticipé à l'époque, on s'est dit, attention, la queue peut devenir quelque chose de néfaste, puisqu'il y a plein de gens qui vont renoncer à venir à Olibelly avant même de venir à Olibelly, parce qu'ils vont se dire, il y a toujours la queue. Et c'est vrai, moi, quand je me présente, ou quand on me présente, ou la première réaction que j'ai, c'est, ah ouais, l'endroit, il y a toujours la queue. D'ailleurs, hier, j'étais aux Champs-Élysées pour l'ouverture des Galeries Lafayette. Là, enfin, c'est pas ouvert, mais je livrais un truc là-bas. Et j'ai croisé le monsieur calais niçois, que je connaissais pas. Et donc, Julien m'a présenté. Et la première chose qu'il a dit, c'est « Ah, le truc où il y a toujours la queue ». Et c'est vrai que ça, personnellement, j'en suis pas extrêmement fier. Et je pense que c'est quelque chose qui peut nous faire plus de mal que de bien, puisqu'il y a beaucoup de gens qui, avant de venir à Olibelly, vont partir du constat qu'il y a toujours du monde. Donc la queue, c'est valorisant, dans le sens où on sent qu'on propose quelque chose qui est suffisamment intéressant pour qu'il y ait beaucoup de gens qui veuillent y goûter, mais d'un point de vue business, c'est pas quelque chose que je recommande, et il faut toujours trouver des solutions pour en avoir le moins possible. Et donc pour nous, cette croissance, c'est un investissement énorme, et c'était aussi, on était dans quelque chose de très confortable au 19. On avait un petit café, toute proportion gardée, qu'on avait appris à apprivoiser, qui tournait très bien, qui était rentable. On avait une vie qui était confortable, on avait du temps, on gagnait de l'argent, et on aurait pu potentiellement continuer à exploiter Olibelly dans la forme de l'époque très 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 longtemps. Et pourtant, on s'est remis en danger, on a fermé cet endroit qui marchait très bien, on a fermé un endroit qui marchait très bien, on l'a cassé, et on a ouvert un endroit qui était 2,5 fois plus grand, avec tous les challenges qu'on n'estimait même pas à l'époque, challenge financier, challenge de staffing. On ne fait pas tourner un business de 30 salariés comme on fait tourner un business de 7. Donc, tout ça pour dire que la queue, c'est quelque chose
qu'on a toujours considéré, dont on a été toujours très conscient. Et je suis toujours un petit peu déçu quand on nous ramène juste au fait qu'on est un établissement qui a de la queue. Mais c'est sûr que ça fait partie de notre ADN et on apprend à travailler avec tous les jours, encore aujourd'hui. Et c'est ça qui vous a poussé, comme tu disais, à vous agrandir à côté. Enfin, vous y aviez pas pensé tant que t'avais pas vu le lieu à vendre, enfin à louer. On savait, je pense vraiment qu'on était conscient qu'il allait falloir à un moment ou à un autre prendre une décision concernant cette queue. Je pense qu'on avait anticipé le fait qu'un jour ça nous ferait du mal, dans longtemps. Oui, après également, on n'était pas trop chaud au début pour s'agrandir parce qu'on avait peur de perdre l'essence même de pourquoi est-ce qu'on avait la queue. Et on avait peur de diluer cette énergie et ce lieu un peu spécial dans quelque chose de plus grand. Donc c'est vrai qu'on l'a beaucoup réfléchi, s'agrandir, pas s'agrandir, et on voulait absolument le faire bien. C'est vrai. Il y a eu un élément déclencheur, je pense, et en fait, on croit ou pas à l'ordre cosmique, l'ordre des choses, comment les choses se passent. Moi, pas forcément. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, le jour où on a eu... j'ai vu cet endroit qui était disponible. Ça a mis des choses en marche dans ma tête. Le back burner encore. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait que... Et à ce moment-là, ça a coïncidé avec une invitation à aller au MAD, tu sais, à Copenhague, en août 2016. Parce qu'on avait fait une expérience où on avait inversé la salle et la cuisine. Et on avait documenté ça. Et donc, on avait été invité à aller en parler à Copenhague. Et c'est un festival qui est génial et ils ont vraiment tout compris en le gardant le plus petit possible pour le coup. Enfin, ils ont invité vraiment, ils ont trié d'à peu près 200 personnes de la restauration du monde entier et ça a été une très bonne façon de prendre cette décision parce qu'en étant à Copenhague, tu peux parler à des gens comme David Cheng, tu peux parler à ces gens-là qui sont en train de boire une bière, assis sur un banc et tu peux juste... Et donc j'ai vraiment pris cette problématique qui me pesait sur l'esprit, tu vois. Est-ce qu'on grossit ? Est-ce qu'on remet tout sur le tapis ? Est-ce que cette situation très confortable dans laquelle on se trouve, est-ce qu'on l'abandonne ? Et est-ce qu'on fait all-in et on recommence pour recevoir plus de monde, pour toutes ces raisons-là ? Et j'ai pu poser ces questions-là à ces gens-là. Et en fait, j'ai été surpris de voir qu'ils ne comprenaient pas mon inquiétude en fait. Moi, j'étais inquiet qu'on perde, comme dit Sarah, la qualité. J'avais peur qu'on perde l'âme. J'avais peur qu'on perde ce qui faisait que l'endroit était spécial. Et eux m'ont vachement rassuré. Ils m'ont dit... Il n'y a pas de rapport en fait. Si vous faites les choses bien, grand, petit, 1, 2, 3, 10, ça va bien se passer. Et en fait, j'avais besoin, je pense, on avait besoin de ce petit coup de pouce, de cette petite validation de gens qui étaient passés par là. Kelly Wong, des gens comme ça qui elle-même étaient en ouverture d'établissement aussi. Et Kelly Kwang, je ne sais même pas comment ça se prononce, pardon. Mais bref, on a pu vraiment renvoyer la balle à des gens qui étaient beaucoup plus avancés dans leur carrière que nous, qui ont validé cette étape. Et du coup, je pense qu'on était même à Mirabel, à Copenhague, en train de prendre le petit déjeuner le jour où on a appelé la banquière en lui disant « Ok, on y va. Et on va prendre le lieu et puis on se lance. » Je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu Olibelli 5 si on n'était pas allé au MAD en 2016. Et c'est le côté, encore une fois, entrepreneuriat américain, US, anglo-saxon qui vous a poussé à aller vers ça finalement. Pense. Moi, j'ai une théorie. Ouais. J'ai une petite théorie, mais ça va, d'ailleurs, c'est le moment, on peut laver notre linge sale en public si tu veux. Mais j'ai une théorie que j'en avais plus envie que toi et que j'ai un peu plus forcé pour ouvrir le 5. Oui, ouais, t'as plus forcé, ouais. Et après... Tu m'as fait confiance et puis on a fait ce qu'il fallait pour que ça marche. Mais je pense que c'était plus moi qui en avais envie. À 30 ans ou à 31 ans, je voulais pas qu'on soit juste le couple qui a réussi un truc. Ils ont réussi une fois. Il y a la queue, effectivement, il y a du monde, tu vois. Mais alors on est ça, on a fait un lieu, on a fait un café qui est bon. Il y a aussi le truc peut-être de aussi prouver que c'était pas juste un coup de chance, quoi. Qu'on peut déconstruire, reconstruire un autre truc et que ça marche aussi, et puis en ouvrir un deuxième et qui marche aussi et tout. C'est vrai qu'en France, le succès est très considéré souvent comme de la chance. Et quand on voit tout le boulot que c'est de mettre sur pied un resto, que pendant 3 ans, Nico et moi, on était 24/24, 7 sur 7, à fond, à en parler juste tout le temps, à tout le temps changer des choses, améliorer, former, voilà. C'est difficile des fois quand les gens ils disent « Ah, vous avez de la chance !» Et je pense qu'on le dit, on le dit juste sans y penser. Voilà, ça marche bien, vous avez de la chance. Et nous, on le prend un peu genre « Mais t'es sérieux ? Tu crois juste qu'on a eu de la chance, là ?» Donc, en effet, il y a une partie, je pense qu'il y a une partie de chance. Et c'est, voilà, mais il y a aussi énormément de travail. Et du coup, c'est vrai qu'on avait envie aussi un peu de dire « Bon, bah viens,
on essaye quelque chose d'autre. On verra si on est aussi, si aussi c'est juste de la chance ou voilà. Je pense que c'est un peu ça aussi au final. Ouais. Et donc ce deuxième Olibelli est arrivé en même temps que. Enfin, vous avez signé, le jour même, vous avez appris que vous attendiez un bébé. Exactement. Ouais, Deux bébés en même temps. Voilà, on a signé. Je me demande si on avait appris la veille que j'étais enceinte, on aurait signé le lendemain. Mais ça s'est passé dans l'autre sens, donc... La nature est bien faite. Voilà, oui. C'est vrai. Là, j'avoue qu'on a passé une nuit un peu spéciale parce que j'étais en train de tout retourner dans ma tête de savoir comment est-ce qu'on allait gérer les deux. Et c'était un peu compliqué. En plus, de mon côté, voilà, Nico me dit t'inquiète pas, mais moi je dis oui, mais attends, c'est moi qui vais être enceinte, donc c'est moi qui vais porter le bébé pendant 9 mois et c'est physiquement, j'aurais pas les mêmes capacités que j'avais avant. Et du coup, c'était heureusement qu'on était deux, je pense, pour cette période-là et que c'était pas qu'on était un couple, je pense que ça nous a aidé. De toute façon, le fait d'être un couple, ça nous a aidé ça nous a toujours aidé, mais... Quel bébé est arrivé en premier? Olibelli 5. Olibelli 5, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, 2 semaines avant, ouais. Louis est né 2 semaines après l'ouverture, ouais. Ouais. Le timing, franchement, là, c'était pas... Non, là, c'était pas fun. On a été mauvais sur ce timing-là. Non, c'était vraiment dur, ouais. Ça arrive souvent comme ça. Hein. Ça arrive souvent comme ça, et puis il n'y a jamais un bon moment pour avoir un enfant, et puis c'était maintenant, et puis on était contents de tout, en fait. On était contents d'ouvrir ce resto, on était contents d'avoir un enfant. Et on n'a rien regretté, on s'est juste dit ça fait beaucoup d'un coup. Après, on a pu quand même se reposer sur une équipe qui était solide, qui nous a soutenus. On s'est dit il faut absolument qu'on délègue, il faut absolument parce que sinon ça va pas marcher. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on a plus délégué. J'ai envie de te dire, au final, avec du recul, c'était peut-être un mal pour un bien, parce que ça nous a forcé, c'était une sorte de formation accélérée à un nouveau type de management. Ça veut dire que je pense qu'on avait besoin d'une rupture claire avec la façon dont on manageait. Avant, c'était moi au bar, en salle, Sarah en cuisine, et on manageait en interne, on était là, on manageait, et c'était comme ça. Quand on est passé au 5, il fallait de toute façon qu'on change notre type de management. Comme je te disais, tu peux pas manager un petit endroit comme tu manages un grand, et une petite équipe comme tu manages une grande. Louis, en arrivant à ce moment-là, entre guillemets, il n'avait rien demandé, mais en arrivant à ce moment-là, il nous a forcé, ou on a été contraints de repenser complètement notre façon de fonctionner. Et peut-être que si Louis n'était pas arrivé à ce moment-là, on aurait continué à fonctionner sur un modèle qui n'était pas adapté à Olibelli 5 en fait. Donc l'un dans l'autre, c'est pas trop mal goupillé, mais ça a été super compliqué. Et donc vous avez décidé de séparer les cartes un peu en deux, de garder toute la partie petit-déj au Olibelli 5 et plus tard, aujourd'hui, de rouvrir Olibelli 19, l'original, avec une carte plus raffinée du déjeuner, propositions. Voilà le Olibelli original. En fait, on avait vraiment le petit déj, pancakes, eggs and sides le matin. À midi, on enlève toute la mise en place et on remplace par le déjeuner, un déjeuner de saison avec 4 plats qui changent tous les mois en fonction de la saison, etc. Et on avait le problème, encore une fois, des gens qui viennent manger des pancakes à 2h et on les a pas parce que on a changé la mise en place, etc., qu'on n'a pas de place dans la cuisine pour les faire, tout. Et du coup, quand on a trouvé Olibelli 5, on s'est dit, voilà, déplaçons le menu du matin de eggs and sides, de pancakes, etc., à Olibelli 5, dispo toute la journée, en ayant des spéciaux du jour qui changent tous les jours aussi et qui sont un petit peu plus voilà, dans la lignée de ces assiettes-là, avec toujours des super produits et tout, mais des plus grosses assiettes, voilà, avec des spéciaux un petit peu plus à l'anglo-saxonne. Et ce menu du déjeuner qu'on faisait donc à l'origine, on le garde pour Olibelli 19 dans un plus petit café, et on brode, on crée un menu du petit déjeuner qui est plus en phase avec ce déjeuner-là. En plus, moi, j'étais toujours jalouse des petites assiettes à partager, de tapas du soir, parce que je me disais, c'est trop bien, tu vois un produit que tu aimes, qui est super joli et en saison et tout, tu fais une petite assiette autour de ça, une petite asperge ou quoi, hop, tu le mets sur le menu, c'est bon.
Et à Olibelli 5, c'est pas comme ça parce que tout doit être une grosse assiette, bien pensée, bien équilibrée dans sa totalité. Donc c'est vrai que c'est ce petit format d'assiette à partager, il me plaisait vachement. Et on a trouvé qu'à Paris, c'était pas encore trop proposé ces petites assiettes-là à partager pour le matin, que c'est comme des petites tapas pour le matin. Et on s'est dit que ça pourrait être un truc nouveau à apporter à la scène parisienne, quoi. Ça marche vachement bien. Moi, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Ça change justement et c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu raffiné et en même temps hyper gourmand. Les donuts, les chaussons halloumi, tout ça, puis les petites assiettes plus de saison. Ouais, voilà, c'est vraiment sublimer le produit, vraiment pas trop transformer. Et il y a toujours le côté gourmand d'Olibelli. Quand même, il faut qu'on reste dans une entièreté. Olibelli, c'est connu pour être gourmand. Et puis moi, de toute façon, je sais pas faire une autre cuisine qu'une cuisine quand même qui reste assez accessible et gourmande. Donc, c'est vrai que c'était totalement l'idée de faire des petites assiettes qui restent très, très gourmandes, quoi. Et vous avez refait tout le décor aussi? Bah oui, complètement. En fait, on s'est retrouvé face à une problématique. Quand on a eu le plus grand HB5, le plus grand Olibelli, on s'est retrouvé avec cet espace, cette coquille du 19, qui était le fantôme d'Olibelli, quoi. Il y avait le bar à sa place, c'était fini, mais c'était là. Et on s'est dit, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait avec cet espace sur lequel il nous reste des années de bail, qui nous coûte pas très cher, et dans lequel on a déjà beaucoup investi. Clairement, il faut qu'on le garde. Ça, c'était sûr. Ok, on le garde, qu'est-ce qu'on fait avec ? Voilà, on s'est posé plein de questions, etc. Et au final, on s'est dit, continuons à faire ce qu'on sait faire. Vraiment, le créneau sur lequel on a une valeur ajoutée. On va pas aller ouvrir un énième bar à vin. On va pas aller ouvrir un énième bistrot-brasserie. Nous, on a un savoir-faire qui est sur le matin, sur le midi, sur l'après-midi. On n'a pas envie de travailler le soir. On sait faire. Continuons dans ce qu'on sait faire, mais faisons-le différemment. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à être redondant dans la même rue. Je suis toujours surpris quand il y a des gens qui me disent « Ah, mais c'est une autre carte ?» ou « Vous faites pas les pancakes ici ?» Et j'étais là « Non, pour ça, on a le 5. C'est fait pour ça. » Et maintenant, on va faire autre chose ici. On va proposer le petit déjeuner et le déjeuner autrement. Et c'est compliqué à expliquer parce que tu veux pas... J'ai l'impression que quand on parle du 19, on parle en moins bien du 5. Tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a un aspect un petit peu plus, entre guillemets, haut de gamme. Mais je veux pas décrédibiliser tout le travail de cuisine qui est également fait au 5 quotidiennement. Donc, il a fallu trouver cet équilibre qu'on a trouvé aujourd'hui, je trouve. Et encore à nous de trouver les mots pour en parler de ces deux endroits. Mais je trouve qu'ils ont une vraie complémentarité. Et même en termes de management, Sarah elle a parlé du côté cuisine. Moi, je vais parler du côté équipe. C'est super intéressant pour les cuisiniers parce qu'ils vont passer une semaine au Olibelli 5. Ils vont faire du volume, de l'envoi, mais de la qualité aussi. Mais ils vont travailler sur un autre volume, 400, 500 couverts, des belles assiettes, des bords d'assiettes propres, tous les éléments chauds, bien cuits. C'est compliqué, c'est technique quand même de cuisiner là-bas. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent douter des fois aussi de la technicité de Olibelli. On peut voir ça comme un endroit à brunch. Il y a une régularité aussi. Une régularité, une constance. Voir, ouais. Tu vois, si tu viens un mardi et que tu viens un jeudi, je veux que ce soit bon les deux fois. C'est un vrai effort, il y a une vraie cuisine. Et c'est vrai que j'ai toujours du mal avec ça. J'essaie toujours de ramener les gens à cette réalité-là. On cuisine à Olibelli 5. Après, c'est sûr qu'Olibelli 19, c'est un autre type de cuisine. Mais je n'irais pas dire qu'il est mieux ou moins bien. C'est une autre déclinaison du même registre. Voilà. Mais c'est vraiment bien fait, comme tu disais, c'est complémentaire, à la fois différent et en même temps complémentaire avec la même âme derrière. La même signature. On voulait vraiment faire un truc en continuité, qu'on retrouve l'âme d'Olibelli en ayant une proposition différente. Oui, suivant les jours, tu peux avoir les différentes envies et aller dans les deux complètement. En fonction de ton envie du moment. C'est vrai que c'est ça qu'on s'est dit. Moi, il y a des matins où j'ai envie de manger du fromage. Et puis j'ai envie de après manger une petite salade de betterave et boire un café puis de commencer ma journée. Puis des jours où j'ai envie de beaux pancakes. Et c'est vrai que je trouve que maintenant tout de suite, je trouve qu'on couvre à peu près tous les besoins du petit déjeuner et du déjeuner. Et pour continuer sur mon idée d'avant, même pour les cuisiniers, c'est top parce qu'ils vont travailler un registre pendant une semaine et puis après la semaine d'après on va les envoyer au 19, ils vont travailler un autre registre et c'est super complémentaire. Ça évite aussi toutes les petits problèmes ou les petites bêtes noires de la restauration qui sont la routine. Quand on devient routinier, on fait moins attention, on peut se laisser glisser. Et là, on les oblige à toujours rester vraiment attentifs puisque on les bouscule un petit peu. Et c'est créatif, et c'est dynamique, et c'est énergique en salle, en cuisine, au bar. Cette rotation, ces deux lieux, cette double identité, c'est vachement riche en fait.
Ouais, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ça a amené une bouffée d'air en fait. Quand tu travailles au 19 une semaine, t'es super content de retourner au 5 et de te faire un gros service. Et puis, c'est vrai, c'est rigolo. Même nous, ça nous fait plaisir. On est hyper content de retourner au 5. On a l'impression que c'est la maison, puisque le 19 est encore un petit peu nouveau et on se sent un petit peu pas encore 100% à l'aise dedans. Du coup, c'est vraiment cool ça. On va faire une petite pause. J'ai un questionnaire que j'appelle l'aller-retour. Il faut répondre du tac au tac. Oula. Votre âge? 32. Ouais. Ah, on fait comment? On parle pas en même temps là, si? Si, ça va, ça passe. Ça passe. Mais on a 32 ou pas? On a 33. Non, Ah on a oui, 32. 32. Ouais, 32. Votre signe astrologique? Cancer. Gémeaux. Votre plat signature? Oh my god. Moi, qu'est-ce que je fais? Les œufs brouillés. Ah ouais, c'est vrai. Il met trop de crème en plus. Heureusement, c'est pas lui le chef. C'est ça, clairement. Clairement, heureusement que c'est pas moi. Et toi? Mon plat signature, Les pancakes? je sais pas. Oh, non. À la maison, j'aurais dit l'ossobuco. Elle fait un ossobuco de folie. Et votre plat préféré? L'ossobuco. Et visiblement pas les œufs brouillés à la crème de Nico. Sarah, ton plat préféré, c'est quoi? Je sais pas. Moi, j'aurais dit la raclette. Parce que... C'est la grande amatrice de raclette. Alors, le chef ou restaurateur que vous admirez le plus? Je mets pas longtemps parce que j'ai pas d'idée, j'ai juste envie de dire la bonne personne. Moi, j'aurais dit Brasse. Ah ouais? Ouais. On dit Brasse ou on dit Bras? On dit Brasse. On Bien dit joué. Brasse, ouais. Parce Parce que j'aime son approche du légume. J'ai trouvé pour le chef, mais est-ce que tu vas-y. peux justifier ton choix? Il faut juste que tu balances le nom. Vas-y, balance le nom. Alors, ça va faire super démago, mais je vais dire David Chang. Pourquoi? Et je le suis pas mal en ce moment, il a un podcast lui aussi, que je trouve super intéressant. Et en fait, autant avant ce podcast, j'étais là, ok, c'est un chef, j'ai mangé à Momofuku, j'ai trouvé que c'était bon, j'aime les livres, le bonhomme dérange pas plus que ça, mais le podcast est super intéressant et en fait, j'ai pris un énorme kiff à l'écouter parce qu'en fait, il documente l'ouverture de son restaurant à Los Angeles d'une manière super naturelle et je me suis retrouvé dans 92% de ce qu'il disait. Et en fait, du coup, pour répondre à la question, là, ça va être lui, pour l'entrepreneur, pour le chef, pour la réflexion derrière toutes ces décisions. Voilà, David Chang. Votre ingrédient préféré? La bergamote. Le bœuf. Votre ingrédient détesté? Le citron confit. Ah bon? J'aime pas Ah ça. oui, c'est vrai, ouais. Détester? C'est dur d'avoir un ingrédient détesté. Qu'est-ce que tu détestes? Si, Sarah, il y en a un. T'aimes pas le sucre? Ouais. C'est quoi que t'aimes pas dans le sucre? Le J'aime sucre? pas les trucs trop sucrés. Trop sucré. Ouais. Donc j'aurais dit la nougatine, mais c'est pas un ingrédient. Votre dernier meilleur repas? Ah, c'est aussi- Du tac au tac Les gens sont bons à ça en général ou pas? Ouais, ça dépend. Il y a des gens plus ou moins... Ok, donc nous aussi on a un petit garçon. Hein. Donc les restos en ce moment, on voit le nôtre et puis c'est à peu près tout. Ouais, Mais, c'est vrai qu'on n'a pas été manger dehors depuis longtemps. Alors on va dans les restos qu'on a fait récemment. J'aime bien aller à l'Amarante. Tu vois? Ouais, c'est vrai, J'aime on bien pourrait cette dire. cuisine. C'est vrai qu'on nous l'avait fait découvrir et ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Mais j'ai un bon souvenir et puis je me sens bien là-bas et c'est une cuisine qui me parle, qui est franche. Et donc là, à défaut de trouver mieux, je vais te dire qu'un de mes derniers meilleurs souvenirs de repas, ça va être à l'Amarante. J'aime aussi beaucoup, pardon, on n'a pas le droit d'en dire deux, mais une bonne pizza de chez Fagio avec une bouteille de vin nature. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de t'inviter à faire, Sarah, prochainement. Un petit Fagio. Le resto que vous auriez aimé ouvrir? Elle est bien celle-là. Moi, j'aurais aimé ouvrir un restaurant à burger. Mais pas un restaurant à burger comme il en existe tant. Je trouve qu'on... Et je veux pas mettre la scène burger à dos. Je trouve qu'il y a des très bons burgers à Paris. Il n'y a juste pas celui que moi j'aime. Et j'aimerais bien ouvrir quelque chose dans la lignée d'un Shake Shack ou d'un In-N-Out. Un burger très simple, avec un bonne patate, un patty vraiment... enfin, un steak très fin, avec peu de viande. Et quelque chose, voilà, avec une viande bien croustillante. l'américaine. À l'américaine. Mais sain, tu vois. Un bonne pomme de terre, un bon bœuf. Et sur la simplicité. Moi, j'ai une fascination pour ce produit. Je trouve que c'est... voilà. Et je suis frustré de ne pas le retrouver chez nous. Et donc, si c'était à tout refaire, un petit restaurant à burger, ouais.
Moi, le truc qui m'est venu à l'idée tout de suite, c'est Moconuts. Parce qu'on dit souvent, Nico me dit souvent, en fait, toi, tu voulais rouvrir un tout petit resto. et c'est un petit peu vrai. C'est vrai que des fois, je trouve que je me perds un petit peu dans les méandres du gros Olibelli. Et des fois, je rêve juste d'avoir un petit café où c'est juste Nico et moi. Et pas beaucoup de tables. Donc, j'aurais dit Et en même temps, vous vous agrandiriez. Ouais. Et après, c'est pas aussi enfin, faut pas minimiser le travail de Moko et Omar. À mon avis, c'est quand même énormément de taf. Hein. À mon avis, c'est quand même énormément de travail. C'est juste, je pense que des fois, quand tu gères beaucoup d'employés, ton travail de cuisinier passe un petit peu de côté parce que il y a les emplois du temps, il y a les commandes, il y a les appels aux fournisseurs pour savoir s'ils ont tel produit ou etc. Et des fois, je me retrouve un petit peu à rêver de me dire genre en fait, j'aimerais juste bien cuisiner tout le temps et revenir à ce travail-là. Et du coup, c'est pour ça que je dirais ça. C'est pas parce que, bien sûr, Moko et Omar, à mon avis, travaillent maintenant plus que nous, en n'ayant pas d'employés. Donc, Le meilleur compliment qu'on vous ait fait? Ça valait le coup d'attendre. Et toi? Je viens de comprendre, j'avais pas compris. Pourquoi tu disais ça? Non, mais c'est vrai, quand tu fais attendre les gens 30-40 minutes, t'as un peu de gêne, et après ils mangent, tu les regardes manger, enfin tu les regardes pas manger, mais et après quand ils s'en vont, ils te disent franchement ça a le coup d'attendre. Pour moi ça reste un des meilleurs. Ouais, moi ça aurait été best breakfast I ever had. Oh. ça c'est trop mignon. Ouais. Et la pire critique, moins drôle? Pire critique, moins drôle. C'est pas une critique, mais chaque fois qu'on nous classe dans la catégorie brunch, concept, hype, tendance, place to be, tu vois, bobo à la rigueur, pourquoi pas? Je pense qu'on est bobo. Hein. Bobo, c'est quoi? C'est 32 ans, un enfant. Canal Saint-Martin. Canal Saint-Martin. On fit le profil. Non, c'est à chaque fois qu'on dit, voilà, Olibelli, c'est du hype, c'est de la tendance, c'est a brunch place, c'est a place to be, etc. Ça dévalorise tellement ce qu'on propose. Et ça nie tout le travail qu'on met derrière. Et pour moi, ça reste la critique que j'ai encore du mal à avaler aujourd'hui. C'est pas de la cuisine. En fait, quand j'entends, si je peux entendre des fois, Olibelli, c'est pas de la cuisine, même si je suis pas cuisinier, ça me détruit en fait. Pour nous et pour les équipes. Et toi, Sarah? Oh, c'est dur ça. C'est trop sucré. Non, personne ne dirait jamais ça, si. Non. Ouais. La pire critique, c'est dur. Du Joker? T'as déjà le Joker ou pas? Ouais. Oh, Non, je te donne le mien si tu veux. Ouais. Bon, bah, l'aller-retour est terminé. Hein. Maintenant, on va reprendre. Ok. Normal. Sarah, quand est-ce que tu t'es sentie chef pour la première fois? Pour la première fois, je pense que c'est quand on a ouvert Olibelli 5, avec une plus grosse équipe, où là, j'avais vraiment du monde à gérer, plus que 2 cuisiniers. Là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, là, il va falloir apprendre sérieusement à manager et à gérer une grosse équipe. Est-ce que tu te sens plus chef, restauratrice ou entrepreneuse? Je me sens plus chef restauratrice. Et toi, Nico, restaurateur ou entrepreneur? Moi, je pense que c'est un savant mélange des deux, en fait. Moi, je suis rentré dans cette industrie par le café. Maintenant, le café, c'est pas une industrie dans laquelle je me reconnais. Je dirais pas que je suis barista ou c'est pas ma valeur ajoutée à moi, elle est pas là. Je pense que j'ai un vrai savoir-faire dans le fait d'être restaurateur et entrepreneur. Entrepreneur, c'est faire. Moi, j'aime faire. Donc ouais, plus définitivement entrepreneur restaurateur. T'adores entreprendre d'ailleurs. T'as créé OspoJob, donc un site d'application qui permet de mettre en relation pas les clients, les restaurateurs et des gens qui recherchent du travail. Clairement. En fait, c'est parti d'un constat. C'est juste qu'un jour, j'ai commencé un message groupé sur Facebook avec plein de chefs. Il y avait Tac, il y avait Flo, il y avait tous ces gens-là. Et j'ai dit, bon, écoutez, mais là, d'ailleurs, je crois que quand on a ouvert le 5, on était un peu en dèche. Et j'ai dit, on cherche quelqu'un, un cuisinier. Si vous avez, je sais que tout le monde a un peu des piles de CV. Et je me suis dit, bon, on va demander aux copains. Donc, j'ai descendu tout mon Facebook. Il y avait Fabien, il y avait tous ces gens-là, tous les copains. Et j'ai fait un message groupé. J'ai dit, voilà, on cherche un cuisinier, une cuisinière. Et au lieu de me donner des pistes, ils m'ont dit, bah nous aussi, moi aussi. Et en fait, le message, c'est juste devenu tout le monde qui était, ouais, nous aussi, on cherche. Et je me suis dit, waouh, clairement, il y a un manque. Il manque quelque chose, il manque une plateforme, il manque quelque chose. Et donc, du coup, je me suis dit, bah vas-y, on lance un petit. C'est très simple, hein, une toute petite page web
pas très compliqué à faire, où tout le monde peut. Et donc l'idée c'était de garder quand même un aspect un peu qualitatif, tu vois. C'est l'hôtellerie-restauration, c'est une vieille maison. Après ils ont quand même, on a trouvé, figure-toi qu'on a trouvé des profils sur hôtellerie-restauration, mais parce qu'ils ont cette taille. Mais je trouvais intéressant de, sans faire du copinage, mais de sélectionner un petit peu les annonces qui sont sur HotSpotJobs. C'est pas ouvert à tout le monde, c'est un peu subjectif d'ailleurs. On choisit un peu les restos qu'on aime bien mettre. C'est un peu controversé. Et c'est juste pour filer un coup de main, c'est absolument gratuit. On récupère zéro dessus, c'est juste pour rendre service. J'espère que ça crée des postes d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait votre succès ? Moi, je pense que c'est parce qu'on lâche rien et qu'on c'est pas parce que on a eu du monde dès le début qu'on s'est dit ah c'est bon, on a la recette magique, on fait exactement la même chose et on continue comme ça parce que ça plaît et voilà. Moi, je pense que c'est la constante remise en question que on se dit honnêtement tout le temps est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut faire mieux. Et je pense que c'est ça qui fait on se repose pas sur nos lauriers dans le sens où c'est pas parce que ça marche qu'on a forcément la vérité de toujours chercher à faire mieux. Je pense que c'est clairement un des éléments qui fait qu'on a du succès aujourd'hui. Moi, je rajouterais, tu sais, on a écrit un peu partout It's good because we care. Difficilement traduisible, mais en gros, ça veut dire c'est bon. C'est pas un accident que ce soit bon, c'est bon parce que on est vraiment à 100% dans ce qu'on fait. C'est pas une passade, on fait pas de la restauration pour s'amuser, c'est pas un projet coup de cœur, c'est tout ce qu'on est, c'est nous, il n'y a pas d'investisseur externe, sur les statuts c'est 50-50, et on a tout mis là-dedans, et je pense que notre succès il est dû au fait que, comme dit Sarah, on lâche rien, qu'on a mis tous nos êtres dans ces deux petits cafés. Et je pense que ça, c'est aussi un des éléments du succès. On vient pas bruncher, ou on vient pas juste manger un bout. Venez chez nous, on vous reçoit, on lâche rien, on est sur la qualité. On parlait tout à l'heure de la constance. Ça se dit la constance de la... Ouais, c'est ça, hein, de rester... Ouais, pour moi, c'est très important. Bon lundi, bon jeudi, bon dimanche. Janvier, février, avril, on est tout le temps bon. Donc, il y a plusieurs éléments. Mais je pense que l'élément primaire, c'est que vous êtes chez nous. Et qu'est-ce qui fait votre fierté, votre plus grande fierté ? Que ça passe, en fait, financièrement. Tu vois, je suis assez content aujourd'hui de pouvoir dire que on dégage 37 salaires, on paye l'ensemble de nos charges, on déclare 100% de nos revenus, on est 100% dans les clous pour tout, et ça marche. Et en fait, je trouve que c'est un bel exemple à tous les gens qui disent que c'est pas possible. Ça peut être aussi une belle inspiration pour tous les gens qui n'osent pas se lancer parce qu'on leur a dit que c'était pas possible. Et je pense que ma plus grande fierté, c'est de pouvoir être un exemple au quotidien, de dire c'est possible. Et d'ailleurs, quel conseil vous donnez à ceux qui veulent se lancer avant d'entreprendre ? Réfléchissez bien. Non, honnêtement... Tu dis c'est possible, alors... Le conseil que je donne, souvent... Parce que c'est vrai que maintenant, c'est pas pour faire genre, mais c'est vrai que ces derniers temps, 6-8 mois, il y a des gens qui demandent à venir nous parler, tu vois, pour avoir des conseils ou quoi. Et j'essaie de prendre le temps, toujours, même si je l'ai pas forcément, parce que je trouve que c'est cool. À l'époque où nous, on a ouvert en 2013, je me rappelle que Thomas Lehoux, il nous avait donné des conseils. On avait apprécié. Donc on essaie de renvoyer l'ascenseur. Bref. Et le bal aussi. Le bal, ouais, à l'époque. Alice du bal qui nous avait donné des conseils aussi. On s'est senti chanceux d'avoir des gens qui nous conseillent comme ça. Ouais, clairement. Et du coup, le conseil que je donne souvent à ces gens qui viennent pour discuter, pourquoi vous voulez faire ça ? Et je pense qu'il faut vraiment, avant de commencer quoi que ce soit, avant de regarder les fonds de commerce, avant de faire un business plan, avant de commencer aucune procédure, il faut se dire, je veux faire ça pour X et ou Y. Et toutes les raisons sont pas valides à mon goût. Si tu veux faire ça pour l'argent, fais autre chose. Ça sert à rien. Si tu veux faire ça pour avoir la vie facile ou faire travailler les autres à ta place, fais autre chose. Si tu veux faire ça parce que t'aimes les gens, t'aimes bien manger, etc., vas-y. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc pour moi, le premier conseil, c'est fais vraiment une auto-évaluation de tes motivations et lance-toi en conscience. Le jour où tu dis « Ok, j'y vais », fais-le en conscience. Moi, le conseil que je donnerais principal, la question que je poserais principale, c'est est-ce que tu aimes travailler ? Est-ce que tu aimes vraiment beaucoup travailler ? Parce que c'est juste beaucoup de travail et on peut pas ouvrir... Si ta motivation, c'est juste d'ouvrir... J'ouvre un truc,
je forme les gens, et puis comme ça, c'est cool, je peux passer voir si tout roule et tout. Ça ne sert à rien, ça marchera pas. Il faut aimer donner pendant plusieurs années à 100% de ton temps pour que ça décolle. Il faut pas vouloir juste se retirer du truc 3 mois après. Ça, c'est pas possible. Ça marchera pas. Vous dites aussi qu'il faut pas chercher à faire au moins cher, surtout quand on se lance au début, même avant qu'il y ait des rentrées d'argent, qu'il faut pas se brider à ce niveau-là. C'est vrai, c'est un truc que j'avais dit dans une interview. J'avais dit ça. Et c'est vrai, je pense qu'il y a des pôles de dépenses sur lesquels il faut pas être radin. Et c'est vrai qu'au début, c'est dur. Au début, c'est investissement et 0 rentrée. S'il y a un gros déséquilibre financier, tu te mets vraiment en danger. Mais c'est pas une raison pour faire cheap. Et en fait, c'est un autre conseil que je pourrais donner. Sur certains pôles, tout ce qui est juridique, tout ce qui est faites relire vos baux, enfin votre bail, faites-le triple checker. Si vous avez besoin de consulting au début pour monter une structure, choisir votre structure avec des comptables, SAS, SARL, faites-vous aider, dépensez cet argent. Votre business plan, faites-le impérativement contrôler par un expert comptable. Il va vous prendre de l'argent, mais c'est nécessaire. Grillez pas ces étapes-là. Essayez pas de gratter 1000 balles parce que cet investissement, vous allez en retirer les fruits pendant longtemps, longtemps et longtemps. Nous, la structure qu'on a montée en 2013, c'est encore la même. On n'a rien changé au statut parce que c'était un bâti qui était sain. L'investissement est rentabilisé. Complètement. Et c'est quelque chose qu'on a continué à faire. Là, ça ne dérange pas que je dise le prix, mais les cuisines qu'on a fait installer, c'est une enveloppe globale à 260 000 €. Voilà, Ouais. C'est gigantesque. Mais tous les jours on arrive, tous les jours ça marche, tous les jours ça prend 500 couverts dans la tête. Et vraiment cette philosophie de pas aller au moins cher et de donner à tes équipes l'équipement pour faire le travail que tu leur demandes, pour moi c'est d'une clarté et d'une nécessité absolue. Et même à l'ouverture, c'est vrai que là, en ouvrant le 19 par exemple, bien sûr qu'on dégage pas encore de bénéfices, etc. Mais c'est pas pour ça qu'on va baisser la qualité de ce qu'on veut proposer. On a la chance en plus d'avoir le 5 en ce moment, qui est un resto qui tourne déjà. Donc on a moins la pression d'avoir ouvert le 19 comme notre premier petit resto et qu'il faut dégager du bénéfice assez rapidement. Là, on a cette tranquillité d'esprit-là. Le conseil que je donnerais également, c'est de miser sur la qualité, mais par contre, de ne pas avoir de gâchis du tout. C'est-à-dire de sans cesse, de faire très attention à ses portions pour ne rien gâcher. Et du coup, on peut proposer des choses dans l'assiette qui sont de bonne qualité, à un prix raisonnable, parce que les gens payent pas pour le gâchis qu'on a créé. Sans parler du fait que le gâchis, c'est complètement... Enfin, moi, de toute façon, je peux pas gâcher des produits de qualité parce que c'est juste... Je trouve que c'est horrible, je pourrais pas le faire, mais voilà. Du coup, cette chose-là de bien faire attention à ses portionnages, etc., c'est vraiment essentiel, je trouve, au début d'un business. Est-ce qu'il y a une recette de succès pour un restaurant? Une recette du succès? On nous le demande souvent. C'est vrai, hein, mais c'est vrai. Hein. D'y mettre du cœur, de faire quelque chose en quoi tu crois et de pas faire quelque chose parce que ça marche forcément. Je pense qu'il y a beaucoup de restos à brunch qui ouvrent parce qu'on sait qu'il y a une demande, notamment le week-end. On sait qu'il y a une demande pour ça. Donc, il y a peut-être des gens qui vont ouvrir quelque chose juste parce qu'ils se disent ça va marcher. Il y a le marché pour. Je trouve que c'est pas une raison assez suffisante. Nous, on a ouvert au Libelli. Tous nos choix du menu, c'est parce que c'est des choses qu'on aime bien boire, des choses qu'on aime bien manger, des choses qu'on aime bien cuisiner. Vous faites plaisir, quoi. Des choses qu'on aime bien servir. C'est vrai, c'est vrai. Complètement. Quand on a décidé du menu petit-déj de Libelli 19, on s'est dit, tiens, c'est trop cool, au Libelli 5, on sert les eggs and sides, les pancakes et tout, on aime vraiment. Mais... qu'est-ce que tu aimerais manger dans des assiettes plus petites, en plus petite quantité et tout. Et tout le menu qu'il y a en ce moment, c'est juste des trucs qu'on aime bien manger. Tout donne envie, hein, d'ailleurs. Ouais. Moi, l'histoire de la recette du succès, je dirais non. Je dirais qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de recette. Tu peux pas... tu vois, j'ai l'impression que des fois, ça déçoit les gens, en fait. Quand ils te demandent est-ce qu'il y a une recette pour le succès, tu dis non. Et ils sont là, merde. Et Dommage. Et en fait, je pense qu'il y a pas de recette, mais il y a des must.
Et c'est franchement, c'est vrai, ça revient à ce que disait Sarah, c'est beaucoup de travail. Et je pense que des fois, on aimerait arriver au succès sans fournir le travail. Et je pense que malheureusement, c'est une case qui est obligatoire. Il n'y aura pas de succès sans travail. Et c'est ça, je te jure, des fois, tu vois... Il y a peut-être du travail sans succès, ouais. mais il n'y aura jamais de succès sans travail. C'est vrai, c'est vrai. Et le succès, en soi, je pense que ça devrait être un résultat et ça devrait jamais être un but. Et je pense que là où il y a des gens qui se perdent, des fois, c'est qu'ils sont en recherche de succès. Alors que c'est pas quelque chose qui se réclame, c'est pas quelque chose qui se demande, c'est quelque chose que tu obtiens par ton travail, par ce que tu proposes. Le succès viendra si il doit venir. Et comment vous répartissez les rôles aujourd'hui ? Ou dès le début, d'ailleurs, peut-être. Enfin, vous avez réussi à... Assez naturellement, en fait. Oui, c'est vrai, ça s'est fait très naturellement. On s'est jamais dit, toi, tu fais ça, et moi, je fais ça, et toi, tu gères ça. On est un petit peu en vase communicant en fonction de la charge de travail qu'on a. C'est-à-dire que, par exemple, là, avec l'ouverture du 19, j'ai eu énormément de travail sur les menus, les recettes, etc. Nico a plus pris en charge le côté... toute l'embauche, même des cuisiniers, par exemple. C'est vrai qu'on se répartit la tâche assez naturellement. On a le luxe aussi, et des fois, on ramène notre travail à la maison. Donc ça, c'est vrai que c'est un luxe dans le sens où on n'a pas besoin de se dire, ok, rendez-vous jeudi pour parler d'Olibelli. Nous, on parle du Olibelli, on se lève à 6h45 ce matin, on se couchera ce soir à 23h, et on va parler d'Olibelli de tôt à tard. Et ça, on avance plus vite. Et on est plus efficace parce que on travaille, la séparation entre notre vie et notre travail, elle n'existe pas. C'est pas pour tout le monde, nous ça nous convient. Et après aussi, on a la chance d'avoir des compétences qui sont super complémentaires. Moi, je sais faire des choses que Sarah ne sait pas faire, et Sarah sait faire des choses que je ne sais pas faire. Et en fait, quand on clique l'un et l'autre, on est à peu près à 100% du scope des choses qu'il faut savoir faire pour avoir un restaurant. Donc en fait, au final, moi, je fais ce que je sais bien faire. Sarah, elle fait ce qu'elle sait bien faire. Et a priori, au milieu, il reste pas grand-chose. C'est quoi la prochaine étape ? Un podcast ? Je vois que c'est fait très bien ici. J'ai pas de valeur ajoutée sur le podcast. Je vais me retirer. La prochaine étape, déjà... On vient d'ouvrir HB19. Ouais. C'est vrai qu'il faut pas trop mettre la charrue avant les bœufs non plus. Moi, j'aimerais bien que le 19 tourne bien. Qu'on ait un petit peu de répit. Je pense qu'on a une vraie volonté d'optimiser HB5 et HB19 et le fait que ces deux endroits travaillent ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Et la prochaine étape pour nous, c'est se donner, je pense, 1 an pour vraiment que ces deux endroits roulent. Mais il y a un plaisir aussi à bien, tu vois, comme un moteur ou comme à bien régler un resto, tu vois. Et après, ça tourne nickel, tu vois. Et je pense que là, on n'y est pas. On y est au 5. Le 5, ça y est, il a été bien... Il ronronne magnifiquement. Et c'est un plaisir d'être dans cet endroit parce qu'il ronronne bien. Maintenant, il faut juste qu'on amène ça au 19 et qu'on arrive à avoir un double ronronnement sur les deux restos. Et ça, c'est ça l'objectif pour l'instant. Je pense pas qu'il y ait de volonté ni de Sarah ni de moi, pour le coup, de créer une nouvelle structure. À voir dans 6 mois. On se redemande ça dans 6 mois, 1 an, mais pas avant. Alors chacun, quel est votre plat préféré dans votre Olibelli préféré ? Sarah, tu vois, non, à l'instant T. Nos Olibelli, c'est comme nos enfants, on n'a pas de préféré normalement. Vous pouvez pas choisir. Non, j'aurais pas dit qu'on ait un préféré. Franchement, si, moi, si. Là, en ce moment, on fait des petites croquettes de porc fumé avec la piccalilli maison. Ça me transporte, je deviens fou quand je mange ça. Mais pour la petite histoire, j'ai pas le droit d'en manger parce que c'est très compliqué à faire. Apparemment, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de main d'œuvre. Et donc, du coup, je suis obligé d'aller manger à Olibelli 19 en secret et de manger mes croquettes en cachette. Mais elles sont incroyables. Je n'ai pas goûté ça la dernière fois, j'y retournerai. Ouais. Moi, j'ai pas le droit, je t'en piquerai une. Mais ton Olibelli préféré, c'est quoi ? Un jour donné, je vais aller préférer à l'un ou à l'autre. Je vais me réveiller un lundi en me disant le 5 et puis voilà, ou le mardi j'ai envie de 19. Tes envies changent. Exactement. Et je suis content d'avoir un resto pour chaque envie. Ouais. Bon, c'est la fin et je demande à la fin de chaque podcast une petite recette, la recette du dimanche soir par exemple, une recette qu'on peut refaire à la maison. C'est cool ça. Qu'est-ce que vous recommanderiez ? Dimanche soir, pas forcément trop envie de cuisiner, 3 œufs,
pas mal de beurre, ce qui dégoûte un peu Sarah, mais moi je mets pas mal de beurre dans la préparation des œufs brouillés. Je reviens aux œufs brouillés, le mec fait une fixette sur les œufs brouillés. Deux tranches la fameuse, je vous la donne, attention. 2 tranches de pain des amis dans le toaster de vendredi du coup, qui se réactive très bien avec un peu de chaleur. Le pain des amis au fond de l'assiette, l'œuf brouillé qu'on fait cuire tout doucement sur un feu très très doux, voilà, et puis une belle texture. On pose ça sur le bout de pain, un coup de poivre, un coup de sel, et moi c'est mon repas du dimanche soir préféré. Merci Nico. Mais pas celui de Sarah, donc je le mange seul. Vous venez d'écouter l'épisode 14 de la saison 2 avec Sarah Mouchot et Nico Allary. Pour goûter ce qu'ils ont dans leur poêle, rendez-vous au Holy Belly 5 et Holy Belly 19, respectivement au 5 et 19 de la rue Lucien-Sampay, dans le 10e arrondissement de Paris. Dans cet épisode, Sarah et Nico font référence à d'autres restaurateurs interviewés dans ce podcast, que je vous invite également à découvrir, Moconuts et Takusekin. Vous pouvez les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Comme les chefs, j'aime bien les étoiles, donc n'oubliez pas de noter le podcast sur iTunes en lui en décernant un maximum. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.